Bienvenue dans ce nouvel épisode de Harmonize Up, le podcast qui accompagne les femmes actives dans leur quotidien pour allier bien-être, style et équilibre personnel. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne toutes les mamans et les parents en général. Comment prendre soin de soi quand on jongle entre les responsabilités familiales et le travail. Entre la gestion des enfants, des obligations professionnelles et la charge mentale quotidienne, il est facile de s'oublier. Pourtant, s'accorder du temps pour soi, se sentir bien dans son corps et dans ses vêtements, c'est essentiel pour son bien-être et pour mieux gérer la parentalité. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Audrey, de family thérapeute et experte en parentalité. Elle accompagne les parents dans leur équilibre relationnel, la gestion des émotions et le burn-out parental. Merci Sylvie. Est-ce que tu pourrais nous faire une petite présentation de ton parcours et de ton expertise et nous dire pourquoi tu t'es spécialisée dans l'accompagnement des parents? Alors, donc moi je suis Marie-Audrey, j'ai 37 ans, je suis maman d'un jeune garçon qui a 4 ans. Me spécialiser dans la parentalité, il faut que je remonte un peu l'histoire. Moi j'étais déjà chef d'entreprise dans la gestion de patrimoine. Pendant 10 ans, j'ai eu ma boîte. J'ai rencontré mon ex dans cette aventure. Le moment est venu de faire un bébé. Donc on a fait un bébé. 2 jours après, je crois, ou 3 jours après, il y avait le Covid. Voilà. Et puis, mais ça m'a laissé du temps à me dire bon bah ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Ça faisait 10 ans, j'en avais marre. Mon ex pouvait reprendre mes clients, donc ça me permettait de donner l'opportunité. Bah voilà, je peux faire autre chose. Je peux transmettre mes clients. Je sais où est-ce qu'ils vont aller. Et je vais quand même avoir un œil dessus, etc. Voilà. Et puis, et ben en fait, j'ai un peu cherché je voulais au début accompagner les ados dans savoir qui ils sont avant de savoir ce qu'ils ont envie de faire, voilà. Alors c'était l'époque Covid, donc les formations aujourd'hui c'est hyper connu. Dans la parentalité, ça explose, etc. Mais avant, au moment du Covid, il y avait rien, quoi. Donc, j'ai cherché. J'ai eu quelques centres de formation qui m'ont dit ah bah non parce que vous êtes pas issu du social, du psy, machin, etc. Ouais, j'ai eu beaucoup de portes qui m'ont fermé et je leur ai dit mais moi gestionnaire de patrimoine, je payais même pas encore d'impôts, que j'expliquais aux gens de payer comment moi payer d'impôts, quoi. Bref, bon, c'est la France. No comment. Et voilà. Et donc ça m'a et en fait j'ai fait l'école de Isabelle Filiosa, le coaching parental. Isabelle Filiosa a écrit beaucoup de bouquins sur la parentalité. En fait, c'est elle qui a démocratisé la parentalité en France, avec des outils américains, etc. Tout ce qui existe là-bas déjà. Mm-hmm. Elle l'a démocratisé et ça d'apprendre aux parents d'accueillir les émotions. Qu'est-ce que c'est un enfant? Un enfant, c'est pas un adulte ou c'est pas un mini-adulte. Voilà, d'approfondir et un peu de vulgariser ce monde. Parce que qui était réservé très aux neurosciences, aux scientifiques, voilà. Et donc j'ai fait sa formation pendant 3 ans. Et puis, en fait, j'ai mis en pratique au fur et à mesure. Et après, j'ai ouvert le cabinet ici. Ça fait combien de temps maintenant? Il y a 3 ans. Wow. Ouais, à peu près 3 ans. J'accompagne des parents, des enfants, des ados dans leur relation parentale et familiale. Et je continue en thérapie familiale. Toujours en binôme ou en trinôme ou solo. En fait, tout est modulable, donc il y a pas juste une seule famille, il y a pas juste un modèle d'être parent. Il y en a plusieurs et donc moi je m'adapte quand il y a des enfants qui peuvent pas ou qui veulent pas parler. Quand il y a des parents, tu composes. Je compose avec ce qui se passe sur le moment. D'accord. Je rajoute avec l'hypnose, de la PNL, d'autres outils qui font que... Ah oui, tu rajoutes pas mal d'outils, c'est bien. Ouais. Hypnose, PNL, voilà. C'est beau ça. Ouais. Ça me parle. D'où l'aventure. Oui, belle aventure. Et du coup, la parentalité, la charge mentale, pourquoi est-ce si difficile de prendre du temps pour soi, à ton avis? Et parce que en fait, on a que 24 heures et que ce 24 heures au début de la grossesse, même après la maternité, dès qu'on devient parent et qu'on a accouché, en fait, on donne ce temps, ces 24 heures-là à notre enfant. C'est vrai. Et que j'ai envie de dire la première année, le bébé est complètement indépendant
de la maman, dépendant de la maman plutôt, Plutôt, ouais. et du parent, voilà, des deux, de la famille. Et donc, en fait, il prend tout notre temps, il bouffe notre temps. Et à ton avis, pourquoi on oublie finalement, on s'oublie quand on devient maman dans ce rôle de maman? Parce qu'on n'est pas aidé, parce que avant, on était tout un village à aider la maman à devenir maman ou parent, parce qu'il y a aussi le papa. Et aujourd'hui, la cellule familiale, c'est juste 2 personnes, papa et maman. Alors qu'avant, on avait papa-maman, mais les grands-mères peut-être, ou les grands-parents qui habitaient dans la même maison, ou les tatas et tonton qui étaient à côté. C'est vraiment un village, c'est que notre enfant, nous, on accouchait, donc on prenait du temps pour récupérer de cet accouchement, et souvent le bébé était Pris en charge par d'autres membres de la famille en attendant pour laisser exactement, du temps à la maman ouais, de se reposer, de se exactement, recharger. ouais. Après, tu as encore des femmes qui ont ce privilège, mais effectivement, dans la ville, c'est un peu plus compliqué. Ça dépend vraiment de la culture Oui, aussi. occidentale. C'est vraiment, on est cloisonné entre nous, et après dans d'autres cultures, c'est beaucoup plus tribu, famille, voilà, on est tous ensemble et on s'entraide. Et comment tu accompagnes ces personnes-là, justement, ces mamans qui se retrouvent un peu seules? Elles sont seules, elles sont seules. Elles sont seules. Et est-ce que tu leur apportes des conseils pour un peu se trouver des petites astuces qui leur permettent Alors moi, je conseille pas parce que je ne suis personne. Tu es une personne, en tout cas. Je suis personne pour dire il faut faire ci, il faut faire ça. Je leur mets à disposition plein d'outils en fonction de leur personnalité, de qui elles sont, de leur histoire, comment ils sont devenus parents, quelles femmes elles sont, ou quels parents ils sont, quels papas ils sont, ou hommes, et d'aller tester sur le terrain. C'est-à-dire, est-ce que ça me convient? Est-ce que non, mais ça m'arrêterait en fait, moi, de m'accorder juste 10 minutes pour aller soit faire des courses ou soit aller dormir. J'arrive pas parce qu'en fait, je veux être encore avec mon bébé. Ok, d'accord. Eh bien, est-ce que tu pourrais sortir avec ton bébé? Déjà, juste le fait de sortir de chez soi, c'est énorme en fait. À partir du moment où on devient parent, ou même avant ou après, en fait, c'est toute une organisation à gérer. C'est pas juste, je prends mon manteau, je prends mes clés et je vais chercher du pain. Mmh. Ah non, en fait, je prends mon manteau, je prends les clés, il faut changer le petit, est-ce que j'ai toutes les couches, est-ce que j'ai déménagé avant de se dire, ouais, il faut que je parte, quoi. C'est ça, puisque quelque part, tout tourne autour du bébé, en exactement. fait, du nouveau-né. Ouais. Et comment les aider à fonctionner un peu différemment dans l'organisation. L'organisation, c'est la clé. Et tu arrives à les aider à les orienter, parce que quand elles viennent te voir, c'est pour aussi... Elles veulent des conseils. Oui. Comme tu as dans ta question, elles veulent des conseils. Et je leur dis, mais moi, je suis personne pour te conseiller de... Moi, je vais t'orienter à tester des choses dans ta vie, parce que on est complètement tous différents. Donc, un outil va marcher pour une telle personne et pas d'autres. Et l'hypnose ou par exemple le PNL, c'est des choses qui peuvent aider aussi, non? Oui, bien sûr. Alors, sur la charge mentale, comme c'est très physique, l'hypnose est quand même très mentale. Alors que quand on n'a que 24 heures, et que on sait que tout est lié au rythme de l'enfant. Et même après, quand ils grandissent, tout est lié à leur rythme. Et donc, elles viennent te voir avec peut-être leur nourrisson pour certaines. Oui. Et tu arrives à jongler, à composer avec le petit. Elles peuvent allaiter, elles peuvent, même les enfants, tu vois, au cabinet, il y a plein de jouets, donc j'adapte en fonction de l'âge des jouets, mais après, ils peuvent, elles sont là. Ça fait bien être famille, c'est-à-dire avoir la composante enfant. C'est ça. Et grandir ensemble. Mais au moins, elles ont un endroit où elles pourraient partager et exprimer un peu, je dirais pas le mal-être, mais des freins de vie qui l'empêchent d'avancer. Les difficultés. Ouais, c'est vraiment... et peut-être qu'aujourd'hui, on minimise ce côté-là, de dire, non, mais c'est facile d'être mère ou d'être parent. Non, en fait, c'est vraiment pas facile. On rentre dans un nouveau monde, et surtout quand on n'est pas prêt, quand on a notre vie d'entrepreneuse, quand on a cette liberté, etc., et te dire que là, en fait, cette liberté, elle est contrainte par l'enfant. C'est ça. Et d'accepter que c'est une obligation, qu'on a un rythme de manger, de coucher. La contrainte, elle est d'accepter cette situation à l'instant T, quoi. À l'instant T qui dure un petit peu. Mais... Ouais, ça grandit. Après, la liberté, finalement, on accouche, on n'a pas du tout de liberté. Petit à petit, l'enfant grandit et on récupère notre liberté. Au fur et à mesure. Ouais. On parle souvent de burn-out parental. Quels sont les signes à surveiller qui montrent qu'un parent est en surcharge mentale
et a besoin de se recentrer sur lui-même? Les premiers signes, c'est la fatigue, c'est une partie de dépression, ça va être un désintérêt pour l'enfant. Ah. Ça va être de dire bon bah je le regarde, mais en fait à l'intérieur il se passe plus rien, j'ai pas d'émotion, je suis pas contente, je suis pas en colère, voilà. Il y a un peu une lassitude à ce rôle de cette posture d'occuper cette place de parent qui va faire que là je commence à prendre trop sur moi et je n'ai pas assez de ressources pour compenser face à cette charge en fait qui peine. Et il y aurait pas aussi le côté les personnes qui s'énervent, qui crient, est-ce que c'est pas aussi un burn-out ou c'est un autre message? C'est un autre message. C'est un autre message? Ouais. D'accord. Là, c'est ce que tu nous expliques là, c'est juste comment on exprime le stress ou juste une émotion qui est la colère. D'accord. Mais en fait, je me disais que quand on était un peu épuisé, fatigué, on est moins patient et qu'on pouvait peut-être s'énerver un peu plus. Bien sûr. Ouais. On peut s'énerver. Mais bon, l'idée, c'est pas de contenir, c'est d'exprimer, de réguler ses émotions. Et on peut exprimer, exactement. Exprimer ses émotions de façon, voilà, là, ça me convient pas, je suis en colère, mais sans partir dans des cris de rage ou d'hystérie, en fait. Mais ça, on n'a pas appris. Ouais. C'est ça qui est compliqué aussi. C'est ce que tu réapprends, entre guillemets, ou réapprends ou apprends, je sais pas trop. Ça dépend des familles. Ouais, c'est ça, aux familles pour pouvoir mieux communiquer, mieux gérer, en fait, leur nouvelle vie, entre guillemets. Oui. Puisque avant l'enfant, il y avait peut-être pas le sujet. En fait, le sujet, il était là, il était latent. Parce que nous, on a grandi dans une société où gérer ses émotions, réguler ses émotions, c'était pas autorisé. Enfin, on est deux filles, et sache que les filles n'avaient pas le droit d'être en colère. Et les garçons n'avaient pas le droit d'être tristes. Donc, ils n'avaient pas le droit de pleurer. Ouais. Aussi. Exactement. Bon, alors pleurer, c'est plus triste, tu vois. Mais c'est une composante de la tristesse. Tout à fait. Mais donc, quand t'autorises pas à vivre ces émotions, comment tu les régules après en tant qu'adulte? Compliqué. Bah, souvent, elles n'existent pas. Parce qu'on en prend peut-être pas conscience aussi. Personne t'a expliqué. Ouais, c'est ça. Donc, tu peux en prendre conscience que quand t'as un adulte qui te montre, dire, ah bah voilà, regarde, en fait, la colère, c'est comme ça, on l'a fait passer comme ça, et elle sert, parce que toutes les émotions, elles servent quelque chose, biologiquement parlant. Et elles sont toutes utiles. Il y en a pas une qui sont positives et d'autres négatives. Non, elles servent à l'intégrité de l'être humain. Et pour ça, faut après aller décoder qu'est-ce qui se passe en dessous. D'accord. Et est-ce qu'on sait, quand on sait que finalement les journées sont souvent chargées et que prendre du temps pour soi peut sembler impossible, est-ce que tu aurais des stratégies simples et réalistes pour aider les parents à réintroduire du temps pour eux dans leur quotidien? Quelles seraient tes petites suggestions? Il y a plein d'astuces. Il y a peut-être soit je me lève un petit peu plus tôt le matin, juste pour prendre une douche, et d'avoir le temps de prendre une douche. Et là, j'ai des femmes qui disent, ouais, mais déjà le matin, je dors pas assez. Et je dis, bah ouais, mais ça voudrait dire que le soir, il faudra se coucher un peu plus tôt. Et qu'il y a des styles distractions qui nous permet pas réellement de nous ressourcer, style du Netflix, du truc, du machin, le téléphone, etc., auquel on a l'impression, ouais, ça nous ressource, mais pas du tout. Donc, c'est déjà réguler le sommeil, se coucher peut-être un peu plus tôt, pour se lever peut-être un peu plus tôt. Et si on a envie de prendre le temps de prendre une douche, quand on devient parent, mais c'est un luxe, quoi. Donc, juste, waouh, c'est génial de prendre un café sans enfant, voilà, il y a plein de, ce genre de trucs, de réorganiser son planning, peut-être, moi, mon laps de temps, ça va être le moment où je suis dans les transports en commun. Et ça, je vais en profiter et je vais pas bosser pour ma boîte ou pour répondre à tous mes mails. Je vais peut-être écouter un podcast, je vais peut-être écouter, lire, je vais peut-être faire quelque chose qui me détend vraiment, au lieu d'aller observer la société sur les réseaux, entre guillemets. Qui ça me détend pas du tout, parce que dans l'inconscient, ça me fait encore plus culpabiliser que les autres, ils y arrivent et pas moi. Donc ça sert strictement à rien. On n'appuie pas sur ce bouton réseaux sociaux. Mais c'est peut-être aussi le bouton j'oublie. Je mets tout en pause, je réfléchis plus. Et j'adore, on fait l'autruche. Je mets la tête dedans, mais non, personne ne me voit. Personne. Alors justement, rebondis par rapport à ça.
C'est parce que justement, tu as beaucoup de personnes qui sont dans cette dynamique de se dire, j'ai plus envie de réfléchir, j'ai plus envie j'ai juste envie d'une pause intellectuelle où, en gros, je rêvasse un petit peu. Ouais. Ton échappatoire, entre guillemets. Et toi, ce que tu suggères, c'est que, mine de rien, les réseaux sociaux ne c'est pas le bon échappatoire parce que tu es plus dans ton présent, mais tu es dans une bulle. Ça me montre exactement un monde auquel moi je ne vis pas. Oui. Et c'est quelque chose qui n'est pas réel. Et quand c'est pas réel, je me raconte, il y a la petite histoire dans ma tête qui retourne. Donc pourquoi elles y arrivent pas moi? Et pourquoi eux ils ont ça et voilà. Et en fait, c'est pas vrai un réel échappatoire. Un réel échappatoire, ce serait peut-être se raconter une autre histoire. De lire une autre histoire. Peut-être un truc qui vous fait kiffer. Ou de rêvasser, comme tu dis, en fait. Juste de rêvasser dans le métro ou de regarder des gens passer. Mais qu'est-ce que ça fait du bien de partir loin. Alors que sur les écrans, on part pas loin. On reste dans un monde qui n'est pas le nôtre. Et où on est finalement porté, guidé, mais on ne choisit pas pourquoi, ce qui nous intéresse comme sujet. D'accord, je vois ton point de vue, effectivement. Donc, à la femme qui va te dire, ouais, ok, mais bon, je n'ai vraiment pas une minute à moi. Tu lui dis quoi? Quand t'as pas une minute à toi, je dirais, où est-ce qu'on va aller chercher ces petites secondes dans cet emploi du temps qui sont perdus, entre guillemets, ou comment on pourrait faire de la place, parce que on est dans cette société de surconsommation de tout, et de temps, d'activités, de faire plein de choses, d'avoir tout de suite. Ou si je ne participe pas à tel truc, qu'est-ce que je perds? Et des fois, en fait, faire de la place dans son planning, parce qu'on pourra pas tout faire, parce qu'il y a un individu qui est rentré en plus dans mon planning, qui est mon enfant. Comment je vais faire? Bah oui, effectivement, je vais peut-être pas aller telle soirée ou à tel truc du boulot, etc. Est-ce que je vais manquer des trucs? C'est certain. Mais je vais en gagner de l'autre côté parce que je vais prendre 5 minutes à jouer avec mon enfant et qu'est-ce que je vais adorer l'entendre rigoler ou qu'est-ce que je vais adorer lui faire prendre un bain ou manger juste de façon très sereine ou passer du temps avec une copine au téléphone. Voilà. Oui, ou même encore plus loin, l'enfant, pendant que l'enfant dort, elle a un moment pour elle, pour éventuellement. Alors c'est vrai que on est dans le schéma où tout est propre dans la maison et tout est rangé. Parce qu'en général, de ce que je crois entendre, c'est que beaucoup de mamans profitent du dodo des enfants pour ranger, préparer, etc. Exactement. Mais peut-être que dans les différents dodos du bébé, puisqu'a priori le bébé mange, dort, ou l'enfant en tout cas fait des siestes. Je parle avant bien sûr la crèche, on s'entend bien. Peut-être qu'elles devraient prendre conscience qu'elles sont là, qu'elles ont que c'est une personne et que cette personne a besoin d'un temps pour elle, comme avant d'être maman, avant d'être épouse. Eh oui. Mais elles avaient le temps de faire tout ça. Le truc, le ménage, etc. Et c'est comme dans ce planning où il faut lâcher. C'est que peut-être que moi j'ai pas le temps de faire de compote. Est-ce que c'est vraiment très grave? C'est ça. Bah peut-être pas. J'ai peut-être pas le temps il y a le linge qui traîne depuis X temps dans l'appartement, dans la maison. Est-ce que c'est si grave? Non. Je vais apprendre à faire des choix de qu'est-ce qui est bon pour moi. Très bonne remarque, parce que c'est vrai qu'on a tendance à se mettre la pression parce qu'on a été formaté comme ça. Oui. Et de ce fait, on dit bon, non. Et on s'accorde pas. Puis les hommes, ils peuvent prendre un peu de place là-dedans quand même. Ah bon? Nous, on peut leur faire de la place là-dedans, dans cette charge mentale. C'est ça, parce que pour se sentir bien, faut se sentir aussi entouré et soutenu aussi. Exactement. Et puis le bébé, c'est pas fait tout seul, donc c'est un tandem. Enfin, pour celles qui ont cette opportunité. Ouais. J'aurais une question, alors, qui est un peu plus ciblée par rapport à ce que je propose, mais qui te touche aussi quelque part par rapport à ta patientèle. Parce que mine de rien, se sentir bien, c'est aussi passer par l'image de ce qu'on renvoie soi-même. Et il est vrai qu'après un accouchement, pendant des périodes stressantes, t'as les femmes qui ne savent plus trop en fait comment s'habiller, quoi porter, même en termes de vêtements, elles se sentent plus.
quel serait le mot, moins attractive parce que Mm. le corps a changé alors que c'est légitime. Elle vient de donner naissance Ouais. à un beau bébé. Elles n'ont pas eu le temps de reprendre le sport ou autre raison qui fait que le corps n'a pas pu euh, retrouver sa forme d'origine, on va dire ça comme ça. Et on se trouve moins séduisante. Et qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que le style peut jouer un rôle dans la confiance et le bien-être? Je dirais oui. Oui, à 100%, parce que à partir du moment où on accouche, bah il y a ce corps qui est flasque. On a la société qui nous impose d'avoir tout de suite un beau corps comme si on n'avait jamais été enceinte. Euh, Ça va être aussi d'accepter que ce corps, il a pris 9 mois à grossir, à se transformer, et donc il va prendre aussi 9 mois à se détransformer. Euh, Moi, je serais plus partante à dire prenez le temps en fait d'accepter ce nid vide où le bébé est parti, où ce ventre là, bah qui y a plus rien quoi, et c'est mou. Euh, de peut-être s'autoriser à faire des massages pour reconnecter le soi avec son corps, avec un nouveau corps qui commence à être pas celui de la grossesse et pas celui d'être femme. Donc en fait, il y a une transition et cette transition va passer aussi par effectivement peut-être de cacher un petit peu, mais tout en étant dans La ce féminité. style. Ouais, exactement. Et aujourd'hui, il y a pas du tout de vêtements qui sont vraiment adaptés dans l'après-grossesse. Parce que, bah, on peut pas rentrer dans nos affaires de avant 9 mois. C'est compliqué. Et je ne peux plus mettre mes affaires de grossesse parce que je n'ai plus le même ventre. Oui. Et donc, souvent, bah, on voit, alors, surtout, bah, ça dépend, hein. Mais quand t'as des femmes qui perdent très, très vite leur poids de grossesse, bon, bah, c'est très cool, hein. Mais ou sinon, ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'à normalement 3 ans, pour que les hanches reprennent leur place, etc. Et il y a, bah, ce laps de temps, les premiers mois après la grossesse, bah, je mettais mes vêtements qui m'allaient très bien quand j'étais enceinte. Maintenant, je ne peux plus supporter de les mettre, mais je ne peux plus mettre mes jeans et je mets quoi? C'est ça. Et là, c'est compliqué. C'est pour ça d'ailleurs que je travaille sur ce sujet. Pour trouver justement des solutions, enfin, trouver des solutions qui vont aider les femmes justement à pouvoir exploiter leur dressing quand c'est possible ou en trouver, avoir des astuces ou adapter cette transition Oui. qui n'est pas facile et qui peut peser et qui peut devenir une charge mentale dont elles n'ont pas besoin alors qu'elles ont Exactement. déjà suffisamment à gérer. Ouais. Donc j'y travaille. Ce sera un prochain sujet dans quelques temps, n'est-ce pas? Oui, parce que tu vois, il y a aussi, mais je vais pas acheter pour 3-4 mois. Bah c'est ça. Donc, et puis La transition. ah ouais, je change rapidement mon corps. Si en plus on allait, machin, etc. Ouais, c'est ça. Bah en fait l'idée c'est de trouver des vêtements qui soient suffisamment pas amples, c'est pas le mot, souple. Comme ça tu peux adapter à ta morphologie du moment qui va évoluer et qui te permettra avec en l'occurrence une ceinture, un foulard. Ou aussi si tu accessoirises avec je sais pas une petite cravate ou parce que c'est très tendance ou une veste tout simplement, ça te permettra de garder d'utiliser ce même vêtement, cette robe ou cette tunique ou autre, mais de manière différente et pour autant bah accepter ton corps ou essayer de l'accepter au mieux pour voir comment il va évoluer avec le temps. Et surtout, faut que ça soit un vêtement avec un bébé. Parce que tu vois, tu parlais de la cravate, les trucs comme ça. Ah oui, la cravate, c'est pas conseillé, ouais. Quand tu portes un bébé, tout dépend si tu l'as en écharpe ou quoi que ce soit. C'est vrai. Tu vois, c'est comment. Et si tu l'allaites ou pas aussi. Et ouais. Moi, il y a plein de. Ouais, ça, c'est la plus grande difficulté pour les mamans qui allaitent, c'est compliqué pour elles. C'est vrai. Comment on le porte alors qu'on l'a presque tout le temps pendant la première année à le porter? Tout dépend s'il y en a qui le mettent en poussette ou ils font du portage proximal ou pas, mais. C'est ça aussi, c'est un vrai défi. Les vêtements, tu vois, la veste ou même le simple manteau quand on a le porte-bébé, bah souvent. Il te faut un manteau plus large pour pouvoir couvrir et la maman et le bébé. Mais ça existe que l'hiver. Et l'été, quand il fait il pleut mais il fait un peu chaud. Il n'y a pas l'impair suffisamment large pour couvrir le bébé. Il faudrait avoir des vêtements modulables chaque saison. Tu vois.
Comme quoi, il y a encore de quoi faire, mais malgré tout, c'est plus un vêtement, voilà. C'est plus un vêtement femme, non, c'est un vêtement femme-enfant. enfant. C'est une équipe. Exactement. Comme les mamans kangourous, Et ouais, exactement. c'est ça. Ouais. Ouais. Et alors, du coup, quelles petites actions une maman peut-elle mettre en place pour retrouver le plaisir de s'habiller selon toi? Petites actions. Ah, les petites actions, ça va être peut-être de mixer entre le je suis femme et je suis maman. Je m'explique. Peut-être que soit je vais mettre quelques boucles d'oreilles ou des accessoires qui me rappellent la femme qui j'étais avant d'avoir un enfant. Et les problématiques qui est il faut que j'allaite, donc je vais porter les petits pulls, les machins où je peux allaiter rapidement, ou ce ventre là qui est flasque, donc avec les pantalons un peu sarouel, etc. Ou des robes, des jupes. Mais quelle va être la touche féminine que je vais pouvoir rajouter? Et des fois, ça peut être juste un bracelet, des boucles d'oreilles. Bon, les colliers, c'est plus Non, on va compliqué. éviter quand Ouais. ils sont petits. Ouais. Mais ça peut être des chaussures plates habillées. Mm. La première année, on oublie un peu les talons parce que pour le corps, c'est pas fou. Ouais. Ou après, ça peut être une couleur qui est complètement C'est ce différente. que j'allais dire. Mm. Voilà. Se mettre un peu de couleur ou un peu de make-up aussi, enfin de maquillage, pardon. Ouais. Pour se donner un petit peu de baume au cœur par C'est rapport ça. à cette transition de vie qui est un beau cadeau de la vie, clairement. C'est vrai. Mais voilà, qui a aussi ses défis et un vrai challenge pour la femme qui se transforme en fait. Contrairement aux hommes, aussi plus facile pour eux. Entre guillemets. Ça bouge pas, hein. Normalement. Normalement. Si ils font une couvade. Voilà, c'est ça. Bah écoute, merci beaucoup Marie-Audrey pour tous ces conseils. Ce que je retiens, c'est que vous n'êtes pas seules, les auditrices. Vous avez la possibilité de faire appel à des personnes comme Marie-Audrey qui peuvent vous accompagner, vous donner des orientations, des outils qui vous permettront de pouvoir faire face à cette phase de transition, ou même d'être accompagné par rapport même à des enfants plus grands ou ados, hein, puisque il n'y a pas que les bébés. Qu'il faut savoir prendre du temps pour soi, s'écouter et ne pas hésiter à demander de l'aide quand on en a besoin. Alors, si la famille n'est pas disponible, vous avez des thérapeutes dédiés qui pourront vous aider dans ce domaine. C'est indispensable. Comment fait-on pour te contacter si on voulait te solliciter? Eh bien, sur tous les réseaux sociaux, Marie-Audrey Boisard, B-O-I-S-A-R-D. Après, je suis sur Instagram, Facebook. Tapez juste mon nom et mon prénom et normalement, vous me trouvez. On vous redonnera de toute façon les informations en commentaire. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le avec une maman qui a peut-être besoin d'aide. Et surtout, dites-nous en commentaire quelles sont vos astuces pour prendre du temps pour vous malgré un emploi du temps chargé. Et nous en parlerons dans un prochain épisode. Vous pouvez aussi poser vos questions. Je transférerai bien sûr à Marie-Audrey et on y répondra avec grand plaisir. Je vous dis à bientôt pour le prochain podcast et d'ici là, prenez soin de vous et de votre style. Merci Marie-Audrey. Merci Sylvie. Merci à tous. Au revoir.